Parfait. Voilà. Chers amis d'Erich Clair, je ne vais pas faillir à la tradition que j'ai respectée jusqu'à présent et que je continuerai à respecter, qui est d'évoquer le nom de Jacques de Decker, qui a inauguré ces coups de midi d'Erich Clair il y a plus de 20 ans. Alors, mon invité me facilite les choses, puisque c'est Hilde Barboni, qui avait déjà été l'invité de Jacques de Decker il y a quelques années ici, et dont Jacques de Decker disait en introduction, et je lui emprunte l'introduction: depuis ses débuts, Hilde Barboni met en œuvre les formidables ressources de la fiction, la plus inspirée et la plus riche. Dès ce premier roman, dont il parlait alors, on s'est rendu compte qu'il y avait là une voix romanesque et une inspiration foisonnante. Voilà, à la fois pour la citation de Jacques de Decker et pour la présentation de Hilde Barboni, qui nous fait la gentillesse de venir nous parler de son dernier roman en date, Les enfants de Cinecittà, qui est paru aux éditions Academia dans une collection qui s'appelle Évasion, à propos de laquelle je vais aussi lui demander de nous raconter, de nous témoigner de cette expérience éditoriale. Autre expérience éditoriale un peu singulière dans le cas de ce roman, c'est qu'il a été publié déjà dans une version italienne, donc la version originale est la version française dont nous allons parler ici, mais une éditrice italienne, les éditions Mincione, ont eu la bonne idée de déjà le traduire dans une traduction de Thea Rimini, qui est une jeune traductrice littéraire, également professeure d'italien. Donc le livre existe déjà en italien, ce qui lui ouvre un public qui est le public et des personnages, et des lieux, et de la situation du roman. Comme le titre l'indique, Cinecittà, on se rend compte que nous sommes en Italie. Alors, autre caractéristique que je voudrais indiquer dans la présentation préambule de Hilde Barboni, c'est qu'elle n'est pas seulement romancière, c'est qu'elle est également scénariste de romans graphiques. Elle a également écrit du théâtre et aussi des feuilletons radiophoniques. Ça, ce sera ma première question, parce qu'on a déjà eu plusieurs fois l'occasion de nous rencontrer à propos du livre. Et la fiction radiophonique, j'aimerais que Hilde Barboni, vous nous en disiez un mot pour commencer. Écoutez, c'était la fiction radiophonique, c'était juste après Imprévu dans un musée et Maison de vacances, qui étaient deux pièces de théâtre qui ont été jouées au Théâtre Royal du Parc. Et j'avais expérimenté donc un nouveau mode d'écriture qui est le mode d'écriture orale en dialogue uniquement, et ça m'intéressait beaucoup, et la collaboration avec un metteur en scène et avec toute une équipe de comédiens, etc. Et Jean-Pierre Autier, qui était directeur de la radio de la première à l'époque, m'a demandé, il avait vu ma pièce et tout, et il m'a dit: tiens, j'ai besoin d'un feuilleton radio en 20 épisodes, de 10 minutes chaque épisode, à diffuser cet été, et ça doit être sur Simenon. Et j'ai trouvé que le défi était vraiment formidable. D'abord, travailler sur Simenon, c'est un plaisir et c'est tout à fait passionnant. Et le cahier des charges, je dirais, c'est-à-dire 20 épisodes de 10 minutes, moi j'aime bien quand on me donne des contraintes et que je dois essayer de trouver comment m'y adapter. Et il y avait un réalisateur son, qui est Eric D'Agostino, qui est formidable, et il y avait des comédiens aussi, Laurence Viel, etc. Bon, et je me suis dit, bon ben voilà, je glisse du théâtre vers une fiction radio. Mais c'était au début juin, et Jean-Pierre Autier m'a dit: bon, on doit commencer les enregistrements très vite. Alors en général, quand on vous fait des commandes, on ne se rend pas compte du boulot que c'est. Et ça a été passionnant parce que il fallait calibrer 10 minutes selon les différentes séquences pour le premier feuilleton radio de Simenon. J'écrivais en général la nuit. Le matin, j'envoyais par fax le scénario au réalisateur, qui enregistrait pendant les heures creuses des studios à la RTB. Voilà comment c'est fait. Et puis ça a été donc diffusé pendant 20 jours. Ça a été vraiment très bien accueilli. Il y a eu une diffusion aussi sur Radio-Canada. Et l'année suivante, il m'a demandé la même chose sur Victor Hugo, mais avec un angle particulier. Ça s'appelle Victor Hugo, voyageur amoureux. C'était sur les amours de Victor Hugo lors de ses voyages. Et donc voilà, là aussi c'était 20 épisodes de 10 minutes, toujours avec Eric D'Agostino.
Et ça a été un travail tout à fait passionnant, qui je crois m'a amené au roman graphique, parce que le travail sur les dialogues, le travail sur les décors, même si pour la radio c'était des décors sonores, mais il n'empêche, j'ai assisté à beaucoup d'enregistrements, c'était une belle aventure, avec du bricolage comme souvent en Belgique, et puis le produit fini est formidable, mais on se dit, mais comment est-on parvenu à le faire? Parce je me souviens de certains épisodes qui ont été enregistrés la nuit, parce que les studios étaient occupés par les émissions, et le studio était libre la nuit, donc on travaillait la nuit jusqu'à 3-4 heures du matin, puis on allait prendre un petit déjeuner. Bah bon, ça fait de chouettes souvenirs, quoi. Voilà. Surtout le souvenir aussi de Jean-Pierre Autier, puisqu'on bien sûr, Jacques de Decker, mais Jean-Pierre Autier était un monsieur merveilleux aussi. Qui était formidable, d'une grande culture, un très grand intervieweur, et qui aimait vraiment la radio de qualité. Quoi. Et qui aimait la radio, c'était vraiment un homme de radio oui, comme la RTB en a connu plusieurs. Bien sûr, tout à fait. Alors, encore un point là-dessus, parce que les feuilletons radio, en fait, ça m'a toujours aussi passionné. J'avais le plaisir de rencontrer et d'interviewer Théo Fleischmann il y a des années et des années, qui avait créé justement un premier feuilleton radiophonique sur, non pas Victor Hugo, mais Waterloo. Quand même des points communs. Alors, comment c'était, si vous en gardez le souvenir, comment s'était construit ce Victor Hugo, par exemple? Ça racontait quoi? Les amours, mais sous quelle forme? Eh bien, c'était Victor Hugo, voyageur amoureux, et donc ça reprenait tous les déplacements de Victor Hugo, parce qu'il a beaucoup bougé, et donc il y avait une voix off qui expliquait ce qu'il faisait dans un endroit, par exemple. Et puis, il y avait les comédiens qui interprétaient les personnages. Victor Hugo, ses amoureuses, Juliette, etc. Et tout. Et donc, voilà, c'était les 10 minutes, ça passe vite. Et alors, il y avait tout un bruitage. C'était vraiment, voilà. Mais vous savez, ça ne change pas beaucoup Pour moi, ça ne change pas beaucoup du roman. C'est bizarre à dire. Parce que dans un roman, on plante le décor, on est évidemment le Deus ex machina parce qu'on contrôle tout, mais on essaie de rendre les sons, on essaie de rendre les odeurs, etc. Dans Les Enfants de Cinecittà, moi j'essaie de faire revivre la Rome des années 60 avec toute l'atmosphère, et puis il y a des dialogues qui sont insérés avec les personnages. Donc pour moi, ça peut sembler étrange de vue de l'extérieur, mais ce n'était pas un travail qui m'était insolite. Ce qui était plus compliqué, c'était de se limiter à 10 minutes par épisode. Ça, c'était plus compliqué, et en même temps, en 10 minutes radio, on peut faire beaucoup de choses quand même, il faut vraiment aller à l'essentiel. Voilà. Mais c'est pas plus mal. Moi, dans les romans aussi, j'aime les romans qui vont aussi à l'essentiel, donc c'était pas un travail qui me changeait beaucoup. J'ai eu beaucoup plus de facilité à faire les feuilletons radio qu'à la limite écrire une pièce de théâtre, où là on est tout seul à écrire la pièce, puis elle est prise par un metteur en scène, etc. Là c'était vraiment un autre type de travail. Voilà. Alors avant on a le temps, hein, donc on va parler des Enfants de Cinecittà, mais auparavant, j'aimerais que vous évoquiez un des romans graphiques, le plus récent, je crois, ou l'avant-dernier roman graphique, dont le titre est Hibakusha, et qui est adapté en réalité d'une nouvelle que vous aviez publiée dans la revue Marginale, dont vous étiez une des autrices à l'époque. Et là, ce qui m'intéresserait de voir, c'est la manière dont vous faites les recherches documentaires pour écrire au départ une nouvelle, et puis pour l'adapter en dessin, en roman graphique, en situant peut-être d'abord Hibakusha. Oui, alors, alors là c'est une aventure absolument très particulière, parce que j'ai écrit à 20 ans, donc quand j'avais 20 ans, pas il y a 20 ans, il y a beaucoup plus que 20 ans, une nouvelle qui s'appelait Hiroshima 3045, et qui était une évocation de personnages qui, lors de l'explosion de la bombe, dont l'ombre avait été projetée sur des énormes pierres, ce qui est tout à fait... Ça s'est produit comme ça, puisque lorsqu'il y a eu l'explosion de la bombe en 1945, si vous voulez, ça a fonctionné comme une chambre noire, et les personnes ont été, enfin c'est horrible à dire, vaporisées, mais leur ombre est restée sur certaines pierres. Et cette nouvelle... à l'époque, j'adorais la science-fiction, ce que j'aime toujours d'ailleurs, mais j'écris plus beaucoup de science-fiction. Cette nouvelle reprenait un personnage qui avait été projeté dans la pierre
et qui, à la faveur de quelque chose, se réveillait sous forme d'atomes, mais avec des pensées, etc. Enfin bon, la littérature permet beaucoup de choses. Et ça se passait en 3045, 100 ans plus tard, oui, 200 ans plus tard. Et donc, toute cette nouvelle racontait l'histoire, en fait, d'un interprète allemand qui avait été envoyé au Japon, qui s'était retrouvé à Hiroshima, et qui, à Hiroshima, avait décidé de ne pas interpréter correctement ce qu'il entendait, ce qu'on lui demandait de traduire, parce qu'il ne supportait pas, c'était un Allemand, mais pas du tout un Allemand nazi, c'était un interprète employé par les nazis, et sa résistance à lui avait consisté à ne pas transmettre les messages qu'on lui demandait de transmettre. Donc si vous voulez, il introduisait des grains de sabre dans la communication, et à son petit niveau, il essayait de jouer un rôle dans cette guerre, si vous voulez. Et puis il y avait eu évidemment la bombe qui avait explosé. Alors c'est une nouvelle qui a d'abord paru dans Affaires de style, donc, qui était une revue qui a disparu vraiment. Et puis, bon, j'ai écrit des romans, etc. Je n'avais pas encore écrit de roman quand j'ai écrit cette nouvelle-là. J'ai écrit des romans, etc. Et puis, lors d'un anniversaire de la bombe d'Hiroshima, on m'a demandé de le republier dans Marginal. Puis on m'a demandé de le republier dans encore une autre... Enfin, elle a été republiée dans énormément de revues. Et puis un jour, je suis contactée par Olivier Sina, qui est un dessinateur absolument très talentueux de romans graphiques, et qui m'a dit, voilà Tilde, j'ai vraiment envie de dessiner un roman graphique, mais dont l'auteur serait un écrivain, une écrivaine, parce que j'ai envie de faire quelque chose de littéraire. Est-ce que vous avez des écrits? Et je dis oui, j'ai plein, j'ai des romans, mais quand je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans, donc vous imaginez, le temps est passé. Et j'ai dit, ben oui, j'ai des romans, j'ai toutes sortes de romans. Donc je suis allée chez lui avec une pile de romans. Entre-temps, j'avais quand même publié à peu près une dizaine de romans et tout. Et alors il me dit, ah oui, mais moi, j'ai pas le temps de lire tout ça, ce que je peux comprendre. Vous n'auriez pas des petits textes pour que je vois si votre style correspond? J'ai écouté des petits textes, j'ai des nouvelles. Je dis, ben écoutez, je vais vous donner une nouvelle, mais elle est impossible à faire en roman graphique. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, ben parce que vous allez voir, parce que c'est un homme qui est dans une pierre et qui parle, si vous voulez, donc voilà. Donc il y a quelque chose de très métaphysique. Et il a lu la nouvelle et il m'a dit, ah non, mais moi c'est ça que je veux faire. Alors grand défi, parce que je me suis dit, mais un roman graphique dont le personnage principal est une personne qui a été vaporisée dans une pierre, enfin bon, c'est compliqué. Et donc tout le travail a été un travail de collaboration. J'ai repris le roman, la nouvelle. J'ai complètement désossé la nouvelle sur le plan temporel. J'ai enlevé le côté... parce que dans la nouvelle, à la fin, il y a de nouveau une guerre nucléaire, ce qui devient malheureusement... ce qui à l'époque n'était pas très d'actualité. J'ai enlevé ça et on a travaillé avec Olivier sur le graphisme, vraiment, et ça a été un très gros succès parce que Ibakusha signifie ceux qui survivent en japonais. Et donc le personnage principal est un homme projeté dans une pierre, mais il y a tout ce qui se passe autour. Évidemment. Et c'est le nom qu'au Japon on donne d'ailleurs à ces... Aux Ibakusha. Oui. Enfin, d'ailleurs les parcs qui sont des parcs du souvenir s'appellent les parcs Ibakusha. Même à l'étranger, il y en a un monstre qui s'appelle comme ça. Et donc voilà, et ça a été... ça a été vraiment très apprécié parce que c'était très nouveau en BD d'abord d'avoir cette espèce de... Une BD qui n'est pas de science-fiction, qui n'est pas bizarre ou que sais-je, mais dont le personnage principal est composé d'atomes dans une pièce. C'est difficile à voir. Et graphiquement, c'est absolument magnifique. Et je vous la recommande, elle est sans doute ici dans les rayons BD de la bibliothèque. C'est très littéraire, évidemment. Hein. Et c'est aussi un très très beau dessin qui permet de rendre presque plausible, alors que c'est cette projection d'une image presque virtuelle. C'est paru dans la belle collection Air Libre chez Dupuis. Oui. Alors, donc on a évoqué la nouvelle, on a évoqué les feuilletons radiophoniques, on a évoqué le roman graphique. On va entrer maintenant dans le roman. Et je voulais que vous précisiez un peu ces différentes expériences de narration et d'écriture, parce qu'il me semble qu'on retrouve dans vos romans, et après on parle de celui-ci en particulier, qu'on retrouve dans vos romans
finalement, ce que vous mettez en pratique dans les 3 autres modes de narration, qui est un goût, une jubilation et un art de raconter des histoires. Il n'y a pas d'effet, je dirais, de style, il n'y a pas d'effet d'intrusion de la pensée philosophique ou morale. C'est vraiment raconter des histoires à partir desquelles le lecteur peut élaborer. Maintenant, comment dire, moi j'ai retrouvé, après toutes ces expériences, d'abord les romans graphiques, on collabore vraiment avec le dessinateur, hein, c'est comme un metteur en scène, mais c'est plus qu'un metteur en scène, parce que ça passe par le dessin quand même. Concrètement, vous lui envoyez le scénario. Oui, mais on travaille tout le temps. Puis, chaque planche, on travaille. Oui, bien donc, sûr. Racontez peut-être l'anecdote que vous m'avez dite sur l'arrivée d'un... Dans Hibakusha, par exemple, dans la nouvelle, donc c'est un interprète allemand qui est envoyé par les nazis au Japon pour servir d'intermédiaire entre l'armée japonaise et des Allemands, évidemment, puisqu'il y avait ce fameux accord entre eux. Et dans la nouvelle, je mets, voilà, Ludwig, après le débarquement de Ludwig à Tokyo, virgule, et puis c'est ce qui suit qui est important, parce que le voyage n'avait pas d'importance pour moi. Mais le dessinateur m'appelle, il me dit, Tilde, c'est bien joli ces 3 mots, hein, mais moi je dois dessiner. Il débarque comment? En avion, en bateau, en train, non, mais moi je dois savoir, parce que pour dessiner, j'ai dit, mais oui. Alors que dans la nouvelle, ça n'avait pas d'importance, parce que ce détail-là n'était pas important dans la nouvelle. Ce qui était important, c'était la suite, et nouvelle, en plus, ça doit être très concis. Et donc j'ai dû faire des recherches pour voir comment un Allemand pouvait voyager en 1944 d'Allemagne à Tokyo, au Japon, en me rendant compte que le seul moyen de bouger, de voyager, c'était de prendre un U-boat, donc de prendre un sous-marin, en faisant très attention de ne pas être torpillé. Et donc, cet interprète prend un sous-marin. Ce qui, sur le plan graphique, a été formidable, parce qu'il y a 2 planches où il est dans le sous-marin, on voit le sous-marin, tout. Et donc, graphiquement, il m'a dit « Oh, c'est formidable, je vais dessiner le sous-marin, mais vu de l'extérieur, etc. » Et puis, on voit à un moment le personnage qui est dans le sous-marin, comme dans une boîte de conserve, ce qui est quand même très intéressant. Alors, après tout ça, je suis retournée donc au roman avec les enfants de Cinecittà, et là, j'ai retrouvé le plaisir d'être seul maître à bord. C'est-à-dire qu'en tant que romancier, on est seul maître à bord. On décrit les décors que l'on veut, on fait ce que l'on veut, avec les personnages, etc. On est tout seul. Alors, moi j'aime bien collaborer avec des metteurs en scène, etc. et tout, mais après 10 années comme ça, j'ai retrouvé ce plaisir absolu de faire exactement ce que je voulais. Et là, dans les descriptions, par exemple, j'ai pris énormément de plaisir. Il y a l'histoire, parce que j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien... Moi, quand je lis, je n'aime pas m'ennuyer. Donc, quand j'écris, j'aime pas m'ennuyer non plus. Et donc, j'aime bien raconter des histoires, emmener les lecteurs, etc. Mais en même temps, il y a la jubilation de décrire, par exemple, les plages italiennes entre la Dispoli et Cerveteri dans les années 60. Quand j'étais petite fille, quand j'y suis allée, je me souviens de toute une série de choses, de décrire ce qui se passe à Rome quand on rentre dans la ville à 1h du matin, il fait beau, eh bien, il y a des terrasses ouvertes, il y a des glaciers ouverts, et tout le monde se retrouve en petite Vespa, aller manger une glace, etc. Donc il y a quand même cette jubilation littéraire et romanesque, mais littéraire aussi, parce qu'il ne s'agit pas de raconter ça n'importe comment. Et donc... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'écriture, simplement que... Non, mais quand je dis n'importe comment, tous les éléments je veux dire que quand, si j'ai affaire à un dessinateur en roman graphique, je lui dis, voilà, c'est un glacier, à la limite, je retrouve des photos, je lui montre, oui, je veux dire, littérairement parlant, ce n'est pas la même contribution, tandis que dans un roman, comment dire, j'ai repris énormément de plaisir à tous ces petits détails, aux odeurs, le Venticello à Rome vers 10h du soir, ou si vous allez à Rome vers 10-11h, normalement, il y a un petit vent qui vient du large et qui rafraîchit normalement. Maintenant, ça commence à être un peu compliqué avec les changements climatiques. Et toutes ces choses-là. Et donc, le romancier est vraiment seul maître à bord. Et il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est extraordinaire pour raconter une histoire. Parce que, aussi bien dans le théâtre que dans le roman graphique que dans la radio, on doit quand même toujours penser, on n'est pas seul maître à bord. Il y a quand même
manière dont le texte, dont l'histoire est transmise. Par exemple, dans le théâtre, moi ça m'est arrivé dans Imprévu dans un musée avec le metteur en scène qui était Jacques Neves. Un jour, Jacques Neves me dit, écoute, de là, cette scène, elle est formidable, mais elle est un peu trop longue, c'est juste avant l'entracte. Vous vous rendez compte? Donc, ah bon? Ah oui, oui, oui. Je ne sais plus exactement le timing, mais il faut 1h15 et puis c'est l'entracte. Et le directeur ne veut pas que ça aille au-delà. Bon ben voilà, vous êtes confronté à ça et vous devez vous adapter à quelque chose qui n'a rien de... La scène est formidable, mais il faut couper. Ah bon, ben alors on coupe, voilà. Tandis que dans le roman, c'est pas du tout comme ça, on fait ce qu'on veut. Alors, avant l'écriture du roman, avant la publication du roman, pardon, il y a la rencontre, la recherche et le choix d'un éditeur. Alors j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette maison d'édition Academia et de cette collection Évasion, parce que notamment dans les dossiers de presse, mais aussi dans la présentation du livre, on évoque la manière de procéder à laquelle vous avez, malgré déjà une dizaine ou une quinzaine de romans, vous êtes plié à cet exercice-là. Oui, alors, c'est vraiment conjoncturel, je dirais. Vous allez tout de suite comprendre. Après 2 années de Covid, le confinement, etc. et tout, moi j'ai pratiqué quand même pas mal de maisons d'édition. J'avais une maison d'édition en Suisse, puis Calman Levy à Paris, Luce Wilquet en Belgique. Mais après 2 années de Covid, où tout le monde se parle par téléphone, ou par Zoom, ou par Teams, etc., moi j'en avais marre. Et je me suis dit, si je publie un roman, je veux être dans une maison d'édition de proximité, où je peux parler avec les gens, où je peux aller les voir, et j'ai besoin de contact. C'était vraiment, pour ma part, c'était ça. Et donc, j'ai un peu fait une petite enquête en me disant, tiens, quelles sont les maisons... Alors j'avais une autre exigence, je voulais absolument être dans une maison d'édition où je pouvais contrôler quand même certaines choses, par exemple la couverture, on pourra revenir sur la couverture. Et donc, je suis tombée sur Academia, parce que je n'ai envoyé le bouquin à aucune autre maison d'édition belge. Academia, qui est une maison d'édition très dynamique, avec de jeunes éditrices, qui se trouve à Louvain-la-Neuve. J'ai regardé les bouquins qu'ils publiaient, je me suis dit, tiens, moi j'aime bien aussi le côté expérience et les jeunes, etc. Ce sont des jeunes éditrices. Je les ai appelées. Et elles m'ont dit, mais enfin, Madame Barbeny, vous venez chez nous? J'ai dit, mais écoutez, comment dois-je faire? Et alors, leur mode de procéder, leur façon de procéder m'a beaucoup plu, parce que c'est très rigoureux, mais vraiment très rigoureux. Alors, dans une maison d'édition normale, si vous voulez, enfin, tout venant, vous envoyez votre manuscrit. Il y a un comité de lecture, et on prend le manuscrit ou pas, s'il est lu. On est bien d'accord que ça dépend un peu... Voilà, il y a tellement de manuscrits qui arrivent. Chez Academia, vous devez d'abord remplir via Internet un dossier, mais un dossier très exigeant, où vous devez fournir un synopsis, une analyse des personnages, des motivations, enfin vraiment tout un dossier très très exigeant, et les 10 premières pages du bouquin. Et vous envoyez ça. Moi, ça ne m'a pas fait peur, parce que, encore une fois... Le roman était écrit déjà. Le roman était écrit. Encore une fois, bon, par exemple, dans le théâtre, on vous demande du jour au lendemain, bon, Tite, tu ne veux pas, s'il te plaît, pour le programme, faire ceci, cela, ça revient au même, hein, c'est vraiment la même chose. Et donc, j'ai envoyé ça, elles lisent à 4, et ayant lu à 4, elles décident si oui ou non le sujet les intéresse, les personnages les intéressent, etc. Et si ça les intéresse, on convoque sur place pour ce qu'elles appellent un speed dating, mais moi je trouve que, bon, ça fait moderne comme ça. En fait, ce sont des réunions avec les 4 et chacune a une fonction. Il y en a une qui est l'éditrice, l'autre qui est qui s'occupe de la révision, il y en a une qui s'occupe de la presse, il y a une commerciale, donc elles sont 4. Et vous avez chaque fois un entretien. Et moi, je m'étais dit, formidable, comme ça je vais voir si je m'entends bien avec ces gens. Si le courant passe. Et je suis allée, le courant est passé, je me suis dit, oh chouette, c'est vraiment une chouette maison d'édition. Je leur ai demandé si je pouvais m'occuper de la couverture, ils m'ont dit oui, si le roman est pris. Parce que l'étape suivante, vous envoyez votre manuscrit en entier, il y a encore un mois, et au bout d'un mois, on vous dit si le manuscrit est pris. Et moi, j'ai trouvé ça très sérieux, comme, comment on dit, c'est long, mais c'est sérieux. Alors que vous envoyez, je sais pas, vous envoyez dans une maison d'édition votre manuscrit, c'est tout aussi long parce que vous n'avez pas de réponse, mais à la limite, au bout de 3 mois, vous avez une réponse peut-être, oui, on le prend, vous ne savez pas pourquoi, ou bien non, ça ne correspond pas, et vous ne savez pas pourquoi non plus. Et donc là, en
plus, moi j'avais des contacts parce que j'habite Waterloo, donc Louvain-la-Neuve est tout près, et donc je les ai rencontrés. Et les choses se sont faites comme ça, j'étais ravie. Et pour la couverture, elles m'ont donné carte blanche, et c'est un ami suisse qui s'appelle Christian Coigny, photographe, qui a fait la couverture, qui était ce que je voulais, une couverture un peu intemporelle, mais qui correspond tout à fait d'abord à l'héroïne, qui est une jeune femme, on en parlera j'imagine, mais c'est une fille de 18 ans de notre époque, hein, voilà, mais la manière dont ça a été filmé et tout. Et donc cette maison d'édition, moi je suis ravie d'avoir été là, et au moins j'ai des contacts avec elle. Je veux dire, c'est humain, quoi, voilà. Et moi après le Covid je pouvais plus, quoi. C'était avoir des trucs anonymes où on se voit de loin, partout, c'est plus possible. Voilà. Mais je voulais vous en faire parler aussi parce que je trouve que c'est important de savoir qu'il y a encore des maisons d'édition en Belgique, francophones. Vous avez évoqué les éditions Luce Wilquin, qui malheureusement ont cessé leurs activités puisque Luce a pris sa retraite. Et malheureusement, tout ce catalogue de romans et de nouvelles belges francophones n'est plus accessible pour le moment, en espérant qu'il y ait un jour davantage de rééditions éventuellement de certains des livres. Donc avoir une nouvelle maison, enfin une maison d'édition belge de proximité, qui a une méthode de travail en plus innovante, je trouve que c'est une belle manière de saluer leur travail. Oui, elles bossent beaucoup, hein. Je veux dire, elles lisent, elles bossent, avec l'enthousiasme de la jeunesse, je dirais, ce qui est très très bien, quoi, voilà. Alors, beaucoup de fraîcheur, un vent de fraîcheur. Alors pour la deuxième demi-heure de ces coups de midi, on va entrer cette fois-ci dans le roman. Alors peut-être pour simplifier les choses et ne pas en dire trop ni trop peu, je vais vous lire un petit résumé que j'avais fait du livre qui n'en dit pas trop mais qui vous situe les lieux, ce qui évite à Tilde de devoir le raconter mais qu'elle pourra commenter. Alors, ensuite nous aborderons les différents personnages, les lieux et la manière d'écrire du roman, comme ça on aura vraiment envisagé dans le roman ce qu'on a déjà abordé pour les autres modes de narration. Alors, le pitch. Antonio Barbieri, le personnage central, jeune paysan du nord de Rome, échappe à la dureté de la ferme familiale en s'évadant dans la fiction. Nous sommes dans les années 50. Grâce à de petits trafics illégaux de vente de poterie étrusque qu'il trouve dans le champ de la ferme familiale, trouvé dans des champs familiaux, il parvient à s'introduire à Cinecittà. Il y fait de petits boulots, puis finit par proposer un scénario à un producteur, qui devient un personnage assez central, Dino Marquis, un producteur qui lui fait confiance et scénario d'un western tourné en Italie à petit budget. Vous auriez compris que ce petit budget pour un western va devenir un genre à part entière qui est le western spaghetti. Le producteur parie sur le jeune homme, produit le film qui remporte un immense succès dans l'Italie du miracle économique. Les personnages sont Antonio, un garçon, un enfant bâtard que l'on n'arrête pas d'injurier dans sa famille. Sa mère a quitté la famille et vit à Rome. Elle travaille dans un cinéma. Donc le cinéma est un élément très important, non seulement le cinéma en tant que production cinématographique, mais lieu aussi où on voit des films. Marco est l'ami indéfectible d'Antonio. Il deviendra, lui, une star de cinéma. Et Graziella, dont l'image ici représente une jeune femme, et l'amour secret et profond de Antonio, elle deviendra, elle aussi, une star, et on verra le destin qu'elle aura. Alors, Tilde, peut-être résumez-vous à votre façon le livre. Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour ceux qui ne l'ont pas lu dans la salle, celles et ceux qui ne l'ont pas lu dans la salle, et qu'il faudrait pouvoir leur dire maintenant? Mais c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui vivent dans la campagne romaine dans les années 50-60 et qui veulent absolument sortir de leurs conditions. Ils sont tous des fils de fermiers, ils vivent dans un monde rural extrêmement dur, presque moyenâgeux encore à l'époque, et ils veulent sortir de leurs conditions et ils habitent tout près de Rome et de Cinecittà, Via Tuscolana, voilà. Et là il se passe plein de choses, il y a des Américains qui viennent, qui tournent des péplums, il y a des jeunes qui deviennent célèbres. Vous savez, c'est toute l'époque où vous avez la naissance de stars comme Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Virna Lisi, etc., qui sont toutes
ces femmes, ces filles du peuple qui s'en sont sorties grâce au cinéma et qui ont connu un destin incroyable, et puis surtout aussi des réalisateurs, parce qu'il n'y a pas que les acteurs, il y a tous les réalisateurs italiens de l'époque. Il faut quand même savoir que dans les années 60, côtoyaient en même temps des tas de genres cinématographiques très différents. En 64, vous avez par exemple Sergio Leone qui tourne pour une poignée de dollars de plus, avec une musique d'Ennio Morricone, 64. Mais les années 60, ce sont aussi les années de Visconti, avec La Terre tremble, fin des années 60, les damnés de Visconti, enfin, vous avez Mort à Venise, enfin, vous avez des genres extrêmement différents, vous avez tous les Antonioni, et puis Fellini aussi. Donc c'est une période du cinéma italien qui est vraiment unique, on sort du néoréalisme, c'est extraordinaire, et des jeunes passionnés de cinéma, peuvent vraiment avoir un destin tout à fait exceptionnel. Et donc cette bande de jeunes va entrer à Cinecittà grâce à un trafic d'antiquités, puisque les Américains tournaient des péplums, et dans les champs du grand-père d'Antonio, il y a des poteries étrusques, ce qui est vrai, hein, tout ça est juste dans la région de Cerveteri. À l'époque, on ne protégeait pas du tout la zone archéologique, et les fermiers allaient creuser, trouvaient des vestiges, et les vendaient à Cinecittà, à des Américains. Et progressivement, lui qui est très très doué pour la lumière, pour trouver le bon angle, etc., il va devenir réalisateur. Elle, c'est une jeune paysanne d'une beauté absolument stupéfiante et qui a beaucoup de talent. Elle va être repérée par un producteur américain qui va l'emmener à Hollywood. À Hollywood, on va la transformer en une espèce de Marilyn, donc elle est très brune, pommade, on va la transformer, cheveux peroxydés, etc. et tout, où elle va quand même perdre un peu son âme, et puis bon, il va se passer plein de choses après. Et Marco, qui est l'ami, lui, c'est l'ami, comment dire, qui va devenir comédien et qui va être le cow-boy charismatique. Alors je me suis basée sur, je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi je ne suis pas une spécialiste du western, hein, mais vous avez par exemple un comédien qui est Terence Hill, qui est Massimo Girotti, en fait son nom de famille c'est Massimo Girotti, et Terence Hill c'est ce comédien magnifique, très grand, aux yeux bleus, blonds, des yeux très très bleus, qui a joué dans tous les westerns italiens, qui se faisait appeler Terence Hill, voilà, avec Bud Spencer, celui qui est plus petit, ça fait un peu Don Quichotte et Sancho Panza. Ouais. Bud Spencer c'était aussi un pseudonyme, c'est Carlo Pedersoli, Bud Spencer, et donc voilà, ce sont tous ces Italiens qui ont décidé de faire du western, mais pas du western à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils disaient mais c'est quoi ce western à l'américaine où les cow-boys sont toujours tout propres sur leurs chevaux, tout est toujours le bien, le mal, etc. C'est vrai que si vous voyez encore, j'ai vu en zappant l'autre jour un western américain, on voit John Wayne avec son petit foulard, son truc, il est tout propre. Et eux, ben, ils ont parodié un peu le genre parce que les cow-boys, ben, ils étaient à cheval, donc il y avait quand même un minimum de poussière sur eux quand ils étaient à cheval. Et ils décident de tourner ça dans la campagne romane, dans un petit champ où il y a beaucoup de sable près de la mer, et ils font ça avec des bouts de ficelle et ils créent un genre. Mais je me suis quand même basée sur des personnages. Pour l'instant, je suis sur la piste de Terence Hill, qui est un vieux monsieur de plus de 80 ans, qui vit toujours, et qui a très bien mené sa carrière. Parce que ça aussi, ça m'a fasciné. Si vous regardez l'histoire des comédiens des années 50-60 aux États-Unis, ben écoutez, c'est une belle hécatombe et une belle catastrophe. Hein. Il y en a beaucoup qui meurent, les femmes... mon Dieu, il y a peu de comédiennes qui ont survécu à cette espèce de broyeuse hollywoodienne. Évidemment, vous avez Marilyn Monroe qui est l'archétype. Enfin, vous avez Jane Tierney, vous avez toutes ces comédiennes qui ont vraiment, quand on voit leur vie, on se dit oulala, elles ont été broyées par les studios. Les hommes aussi, prenez James Dean, etc. Bon. Et puis vous avez ces Italiens. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient les pieds bien ancrés dans la terre. Par exemple, Sophia Loren, elle est partie à Hollywood, elle a appris l'anglais pour pouvoir communiquer, au bout de 15 jours elle parlait anglais, ce qui est quand même exceptionnel, et puis elle se dit, mais non, moi je retourne en Italie, et elle est retournée en Italie. Terence Hill, la même chose, et donc pour en revenir à Terence Hill, donc Massimo Girotti, il est revenu en Italie, il est devenu un vieux monsieur magnifique, et il a tourné dans des séries, dont notamment une série qui s'appelle Un Passo dal Cielo, qui est près du ciel, si on veut dire. Et
il joue une espèce de ranger dans les Apennins, à cheval, donc voilà. Mais ce vieux monsieur, enfin c'est formidable, il a joué dans des tas de séries. Donc, si vous voulez, ils se sont adaptés à l'époque, ils se sont adaptés toujours avec succès. Et j'aimerais vraiment qu'ils lisent le livre en italien. Je suis sur sa piste. Quand vous dites que vous le pistez, alors comment on peut le j'essaye de trouver... j'ai trouvé une piste en Italie de quelqu'un qui vit à Cinecittà, parce que c'est un vieux monsieur, il est un peu retiré maintenant, il vit pas mal à l'étranger, mais je ne... Alors, moi, ma demande, elle est simple. Je demande une adresse pour lui envoyer le roman en hommage. C'est tout, j'ai rien d'autre. Donc, je ne désespère pas parce que, en plus, le roman est dédicacé à Bud Spencer, Terence Hill et à Enzo Barboni qui a réalisé ces western spaghetti. Alors j'aimerais qu'on revienne peut-être, si vous voulez bien, aux personnages quand ils sont enfants, les deux amis, Marco et Antonio. Et le rapport aussi d'Antonio à sa famille est un rapport qui évidemment est très, très violent, très douloureux, puisque on découvre dans les premières pages qu'on l'appelle bâtard parce que sa mère a rencontré un grand amour dont Antonio est né. Sa mère est partie à Rome et on l'a rejeté. On l'a mise à la porte. Et on a gardé le garçon, parce qu'on garde les garçons. Et on a gardé le garçon. Alors ce garçon, il y a deux choses que j'aimerais que vous nous racontiez. C'est comment il découvre le cinéma et son talent de directeur de la photo. Parce qu'il y a ces fameux tournages. Alors il y a des scènes dans le roman où on décrit comment se passe le tournage d'un péplum avec des équipes américaines, et aussi de très belles pages où on raconte comment se passe le tournage d'un western spaghetti, parce que là il y a vraiment aussi, j'imagine, comme tout un travail de documentation. Alors le garçon Antonio et son ami Marco, comment est-ce que vous pourriez en parler lorsqu'ils sont enfants dans ce milieu que vous connaissez? Ils ont tous les deux une enfance très différente, parce que pour résumer, Marco, lui, il est dans une famille pauvre, mais sa mère est très maternelle, une famille pauvre aimante, donc il n'a pas du tout... lui, c'est un petit garçon aimé par sa maman, par son papa. Ils sont pauvres, mais pauvres, ça voulait dire quoi? Je dis, ils mangent à leur faim, ce sont des paysans qui mangent à leur faim et tout, et voilà. Par contre, Antonio, qui vient d'un milieu paysan beaucoup plus riche, parce que c'est une très grande entreprise familiale, où il y a des grandes propriétés et tout. Lui, par contre, il est dans le désarroi moral le plus total, parce que son père est mort un peu auparavant d'un accident, et sa mère a eu cette aventure avec un ouvrier agricole, dont est né Antonio, qui est surnommé le bâtard, mais qui porte le nom de son père. Donc vous voyez, c'était tout ce problème à l'époque, et on doit absolument cacher que c'est un bâtard, mais on le surnomme quand même le bâtard dans la ferme, et lui est très malheureux. Déjà, on a chassé sa mère, donc son père est mort, on a chassé sa mère, et il se retrouve dans cette ferme avec son grand-père, qui est un paysan qui est violent, mais violent en parole surtout, mais qui ne parvient pas à entrer en communication avec ce petit garçon ultra sensible, qui, pour échapper à cet univers très dur, se crée un monde parallèle. Et ce monde parallèle, eh bien, c'est le monde des westerns, parce qu'il est allé voir un western et il fantasme. Le western, est ce qui lui paraît le plus proche de lui, puisque ça se passe dans des fermes avec des gens à cheval, etc., ce qu'il connaît, somme toute. Et donc, quand il est confronté à la violence de son milieu, eh bien, il s'échappe dans des rêveries, et il commence comme ça à créer d'autres personnages. Et il commence avec ses deux amis. Et il recrée des scènes qu'il a vues au cinéma avec ses deux amis, avec Graziella et Marco. Ils sont tout jeunes, hein, ils sont petits. Et donc, en fait, il apprend son métier de réalisateur. Et en plus, il y a un autre élément, je dirais, fantasmatique, qui est que en hiver, quand ils vont piller les tombes étrusques, il y a sur les tombes étrusques des fresques, et il voit les personnages sur les fresques, et il se rend compte que quand la lumière passe sur les fresques, c'est comme si les personnages bougeaient. Et donc il a tout ce rapport à la lumière, au cinéma, et au fait qu'il peut quitter ce milieu très très violent en inventant et en étant, lui qui n'est maître de rien dans sa vie, eh ben, dans le cinéma,
en étant réalisateur, petit réalisateur lui il veut pas être comédien et tout. D'abord il se trouve moche, mais il a son ami qui est très beau, et donc il met en scène, en fait il met en scène sans le savoir en étant petit, et c'est comme ça que les choses vont évoluer, parce qu'il va un jour comment dire, sur le plateau d'un péplum. Vous savez, moi j'ai vu ça quand j'étais petite. On passait à côté des plages et tout d'un coup on voyait des types habillés en jupe, des femmes voilà, de les toges, des trucs, et ils tournaient un péplum encore dans les années 60, voilà, il voit ça, il voit des Américains et il se dit, puisqu'ils se tournent des péplums et qu'ils aiment l'Antiquité, je vais leur vendre des poteries. C'est comme ça qu'il s'introduit à Cinecittà. Donc, et le cinéma, comment dire, c'est une manière, oui, de vivre une autre vie. Alors, c'est formidable, parce que ça l'aide à survivre, et en même temps, c'est un enfermement, parce que c'est pas la vraie vie. Et Antonio va passer toute sa vie un peu à côté de la vraie vie. Bon, je ne vous raconte pas la fin, parce qu'il y a toute une partie après, il va retrouver sa vraie vie, mais quand on vit dans l'imaginaire toute sa vie, comment dire, on réussit peut-être l'imaginaire, mais on manque un peu sa vie. Alors pour Antonio, petit garçon et jeune adulte, au moment où notamment ce producteur, Dino Marchis, qui est le vrai producteur comme on l'imagine dans le fantasme que l'on peut avoir d'un producteur avide d'argent, qui construit des combinaisons pour avoir des productions qui lui rapportent le plus en écoutant le moins. Petite parenthèse, point de vue j'ai fait une espèce de mariage et d'accouchement entre Carlo Ponti et De Laurentiis, donc voilà, et Broccoli, le producteur des James Bond, et de cet accouplement est né Dino Marchis. Alors Dino Marchis, qui est devenu aussi dans la relation qu'il a avec Antonio. Antonio, donc bâtard, qui ne connaît pas son père, qui a rencontré sa mère, qui travaille dans un cinéma à Rome, où il va justement se nourrir de tous les films dont il s'inspirera par la suite avec son ami Marco. Antonio est finalement aussi d'une certaine manière, c'est en vous écoutant re-raconter l'histoire où pour la première fois un directeur de la photo lui fait confiance, que finalement il est à la recherche d'un père qui remplacerait celui qui a disparu et qui aurait cette figure de père. Est-ce que finalement le premier directeur de la photo qui lui fait confiance et qu'il dépanne en découvrant le talent qu'il a, et puis Dino Marchis sont finalement de belles figures de résilience et de découverte d'un père? Oui, alors, moi, quand j'ai écrit le roman, au départ, je n'avais pas ce but-là. Je n'avais pas ce but-là. Mais ce qui est intéressant dans les romans, beaucoup d'écrivains le disent, et je le dis aussi, c'est qu'il y a quand même des moments où les personnages vous échappent. Si vous êtes dans une logique de personnages, il y a un moment où les personnages ont leur propre logique. Et la propre logique d'Antonio, c'est qu'en effet, il est à la recherche de ce qu'il n'a jamais connu. Et quand, par exemple, sa mère lui montre une affiche et lui dit « Tu vois, là, Ravallone, il ressemble un peu à ton père. » Il projette beaucoup de choses. Il va avoir un pseudonyme américain, puisque pour que ça marche, il faut qu'il ait un pseudonyme américain. On va l'appeler Tony Barber, parce que le type sur l'affiche, il a une barbe. Donc Barber, il se dit « Tiens, je vais prendre ce pseudonyme-là. » Et c'est vrai que ce personnage commence à être indépendant au fur et à mesure de l'écriture. Et c'est vrai que Dino Marchis, qu'au départ, je ne voyais pas vraiment comme un père de substitution, va devenir de plus en plus son père de substitution. Et Dino Marchis est moins caricatural qu'on ne le pense, parce qu'on finit par découvrir toute une série de choses qui le rendent très humain. Et moi, je crois que dans la vie, les rencontres sont très importantes. Et il y a toujours un moment des espèces de croisements, et on rencontre de bonnes personnes, ou de mauvaises personnes, hein, ça dépend. Et le fait de rencontrer de bonnes personnes peut vraiment, comment dire, réparer des choses qui se sont passées dans la vie des gens, ou bien les accentuer, ou bien voilà. Mais il y a toujours à certains moments des personnes qui ne sont pas forcément des histoires d'amour, hein. Je ne parle pas d'histoires d'amour, je parle de rencontres. Et certaines rencontres sont essentielles dans la vie pour réparer certaines blessures. Et c'est vrai qu'Antonio, parce que c'est lui, c'est même pas une rencontre, c'est lui qui force la porte du producteur, parce que lui, il voit juste producteur. Mais cette rencontre-là, le fait qu'ils se fassent confiance tous les deux, le fait qu'ils soient loyaux, fait que ça va aboutir à quelque chose de très très beau après. Alors il y a la destinée de Graziella, qui est
personnage dont on voit une représentation photographique sur la couverture. Le personnage de Graziella est aussi un très beau personnage parce que, d'une certaine manière, il raconte aussi l'histoire du destin du cinéma. Oui. Oui, c'est-à-dire que, alors Graziella, c'est une jeune paysanne d'une beauté stupéfiante qui est repérée, elle va pour un casting, pour de la figuration, elle est tout de suite repérée par un producteur parce qu'elle est vraiment, vous savez, ce sont ses beautés, je vous dis, comme Sophia Loren, Monica Vitti, enfin bon, voilà. Et elle est prise pour ce qu'elle est, mais on la transforme quand même. Et elle est broyée dans le cinéma hollywoodien. Et comme elle finit par s'en sortir autrement, parce que c'est la nouvelle vague en France, etc. Et donc elle traverse plusieurs étapes, plusieurs époques du cinéma. Et en même temps, je voulais que ce soit une femme forte. Je voulais pas que ce soit une victime, parce qu'au début, elle est quand même un peu victime. Et je voulais que ce soit une femme forte qui prend son destin en main, un peu comme si Marilyn Monroe avait vécu, et qu'après sa tentative, et comme si elle avait échappé à sa tentative, enfin, qu'elle avait survécu à sa tentative de suicide, et que Marilyn Monroe se serait dit, maintenant ça suffit, les hommes ne profitent plus de moi, le cinéma ne profite plus de moi, j'ai du talent, je suis connue, je fais ce que je veux. Et Graziella fait ça. Voilà, c'était un peu, comment dire... mon but, si vous voulez, qu'elle échappe à ce que... Et elle utilise sa notoriété voilà. aussi pour une cause qui est plus louable, qui est, voilà. qu'on ne va pas, bien sûr, on va pas dévoiler ici, mais on entre vraiment dans le monde du cinéma, partant de l'Italie de l'après-guerre, dont on a en tête les images dans les films les premiers films de Rossellini ou Le voleur de bicyclette, non, Vittorio De Sica. Tous ces films dont on a l'imagerie en tête, on les voit au début du roman, et puis ce personnage en sort et fait ces personnages en sortent et font une vraie résilience par la fiction, par le cinéma, ce qui est en quelque sorte une sorte de parabole de qu'est le roman aussi. Hein. Et vous savez, moi j'ai été aussi Enfin, ce sont des choses assez... Quand je vais vous les livrer, vous allez trouver ça simple, mais quand même, quand on voit le destin de Marilyn Monroe, quand on voit le destin de ces stars américaines qui ne pouvaient surtout pas être enceintes et pas avoir d'enfants, hein, parce qu'elles devaient incarner les déesses sexuelles, des sex symboles, donc pas d'enfants, ben vous prenez par exemple Sophia Loren, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, et vous avez, il y a une très grande différence entre ces deux star systems, et je trouve que les Italiens s'en sortent mieux. Même les hommes, hein, parce que vous prenez Terence Hill, il s'est reconverti, il a tourné très tard, vous prenez les hommes de l'âge d'or du cinéma américain, moi j'en vois pas qui se sont reconvertis, enfin, ça n'a pas été... Parce que la machine, peut-être qu'il y avait plus d'argent, je ne sais pas, on pourrait analyser ça sociologiquement, mais ici on a vraiment affaire à des gens du peuple, avec les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles, mais qui gardent les pieds sur terre quand même. Et ça, je voulais vraiment que Graziella soit une femme, il lui arrive plein de choses, mais qu'elle prenne son destin en main après. Alors il y a le cinéma hollywoodien. Comme Claudia Cardinal, vous voyez maintenant Claudia Cardinal, qui est une dame d'un certain âge, qui est magnifique. Hein. Alors il y a le cinéma hollywoodien dont on a parlé, mais c'est aussi un portrait de l'invention d'un genre cinématographique sur lequel j'aimerais que vous nous en disiez davantage. Parce que le western spaghetti, c'est quand même un phénomène qui a duré une quinzaine, une vingtaine d'années, où tout le monde se précipitait pour voir ces films qui se développaient de plus en plus avec une musique incroyable, avec vraiment beaucoup de créativité et beaucoup d'originalité vers l'authenticité. Comme le disait Antonio, les cow-boys, ce sont des vachers. Oui, alors, comment dire, le point de départ, parce que moi je ne suis pas une fan de western, c'est un peu bizarre à dire, puisque bon voilà, mais... ni de peplum. Ni de peplum. Voilà. Mais, parce que j'ai toujours trouvé ridicule ces comédiennes maquillées, habillées, enfin voilà, alors qu'elles sont censées représenter des héroïnes antiques, enfin bon bref. Et par contre, il y a quand même un élément familial qui est... donc j'ai beaucoup la moitié de ma famille est italienne, vit à Rome. Maman était hollandaise, donc voilà, je suis un peu un mix. Mais dans ma famille italienne, beaucoup de membres de ma famille italienne ont travaillé à Cinecittà, parce qu'ils vivaient à Cerveteri, tout près de... Comme les héros de mon bouquin, ils ont travaillé à Cinecittà. Et il y a notamment Enzo Barboni,
aurez remarqué Barboni. Et Enzo Barboni, c'est le créateur, le réalisateur des Trinita. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, on l'appelle Trinita, enfin c'est toute une série de... Sur Internet, vous allez voir, des séquences. avec Terence Hill et Bud Spencer, ce sont tous ces westerns spaghetti. Et il y avait dans la famille, alors c'est quelqu'un de la famille, mais très éloigné, mais il n'empêche que, voilà. Et donc moi, enfant, ça m'a toujours intrigué, d'autant que dans ma famille, on disait, oh là là, oui, mais enfin, il tourne des conneries, qu'est-ce que c'est que ça? Ma famille, qui était une famille plutôt engagée et tout, trouvait que c'était vraiment nul ce qu'il faisait. Et donc, je ne sais pas pourquoi, des années et des années après, je me suis dit, mais au fond, allons un peu voir ce qui se passe là-dedans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un homme qui voulait distraire, qui prenait les choses, qui faisait les choses parfois avec des bouts de ficelle, avec une bande de copains. Et c'est pas lui qui a créé le genre, hein, c'est Sergio Leone qui a créé le genre. Moi, mon personnage, qui s'inspire d'Enzo Barboni, se met un peu en parallèle. Sérieux. Voilà. Hein, il y a beaucoup de dérision voilà. dans les films. Et en fait, vous avez Sergio Leone plus sérieux, mais il y a quand même dans le western italien quelque chose qui moi me plaisait bien, qui est qu'il n'est pas manichéen, il n'est pas comme les westerns, ce qu'on trouve dans les westerns américains, que j'ai toujours détesté. Les mauvais ce sont les Indiens, les bons ce sont les cow-boys, il y a le blanc, il y a le peau rouge, il y a le mal, le bien, enfin c'est d'un manichéen absolument pas croyable. Les mauvais sont très mauvais, absolument, les bons sont très bons, absolument, mais bon voilà. Et dans le western italien, c'est beaucoup plus humain, parce que vous n'avez plus le bien, le mal, vous avez le destin de personnages qui vivent des choses qui parfois ne sont pas très reluisantes. Et dans le western spaghetti, il y a une autoparodie qui s'est installée, notamment avec Enzo Barboni et les Trinita, c'est-à-dire qu'ils veulent faire rire. Et ils se moquent de leurs personnages. Et donc leurs personnages sont ridicules. C'est parfois du grand guignol aussi. C'est parfois du grand, mais complètement du grand guignol. Je veux dire, le héros tombe le cul dans le baquet d'eau, enfin bon, des choses qui sont impensables dans le western américain. Et ça devient, et comme ça faisait beaucoup rire les gens, ils exagéraient de plus en plus le côté grotesque. Mais enfin, si vous regardez Laurel et Hardy, on est aussi dans un truc qui va très loin dans la parodie. Hein. Et donc, finalement, ce genre a été remis à la mode par Tarantino, qui a dit, mais attendez, pourquoi, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est italien, il y a aussi un petit côté, oui, les western spaghetti, mais c'est de l'humour, quoi, et on se moque des gens, on se moque... Alors, les derniers opus sont tout à fait ridicules, hein, ça, franchement, parce que comme ça marchait, on l'appelle Trinita, et puis vous avez les autres, mais les derniers sont ridicules parce que c'est une répétition. Et là, j'ai voulu aussi montrer, ça m'intéressait, parce que ce réalisateur qui a du talent, il est entraîné par le succès à toujours faire la même chose. Et ça finit par, quand on fait tout le temps la même chose, ça ne peut que s'appauvrir. La répétition appauvrit. Et donc, ça m'intéressait qu'un créateur soit piégé. Parce que je crois que dans la création, si on n'est pas libre et si on est tout le temps amené à faire la même chose, on finit par être enfermé par son personnage, enfermé par sa création, et c'est plus drôle du tout, quoi. Et souvent, quand vous entendez des artistes, s'ils sont tout le temps amenés à faire la même chose, on se dit, tiens, tel comédien, il joue dans une série depuis 20 ans. Oh, c'est formidable. Ben non, c'est pas formidable. Parce qu'il est comédien, il a envie de faire autre chose. Il a envie de jouer d'autres rôles. Donc, je voulais aussi montrer le désarroi de cette équipe qui a du talent et qui est enfermée dans un système à un moment. Alors, la musique est très importante, aussi dans le western spaghetti. Si vous prenez l'harmonica de Ennio Morricone, moi je suis pas très western, mais par contre la musique d'Ennio Morricone, je la trouve absolument waouh. Et il disait, moi je reflète l'état d'âme des personnages par la musique. Donc la musique a vraiment un grand rôle. Alors pas de chance, moi mon personnage il choisit de la guitare, ce qui crée moins d'impression. Il est vraiment en parallèle du genre, hein, parce que c'est quand même une fiction. Hein. Et donc voilà. Mais là maintenant, ils sont devenus cultes. Hein, tous ces films sont devenus cultes. Et encore une fois, pourquoi un film parodique drôle aurait-il moins de valeur que, je sais pas, du Buster Keaton, ou aussi, là aussi, il lui arrive des choses absolument absurdes et ridicules. Donc, avec le temps qui a passé, je crois que c'est lié au fait que dans les années 60-70, les Trinitas, ce sont les années 70. Mais les années 70, c'est post-68. Et dans les années 68, vous avez toute la contestation estudiantine. Vous avez toute la,
tous les mouvements protestataires, c'est la guerre du Vietnam, etc. Et avoir ces western spaghetti qui sont contemporains de ça, enfin, moi dans ma famille en tout cas, c'était une honte, quoi. Pourquoi font-ils ça à notre époque alors qu'il faut être engagé, il faut être de gauche, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais maintenant, avec le temps qui a passé, chaque film est remis à sa place et on n'a plus ce côté post-68 où, d'ailleurs à un moment, je fais dire à quelqu'un « mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais des films ridicules alors qu'il faut parler des ouvriers, il faut être, comment dire, engagé. » Et lui il répond « mais j'aime bien faire rire les gens », ce qui est très louable. C'est une forme d'engagement. Bien sûr, bien sûr. Très bien, eh bien c'est sur ce commentaire, sur faire rire les gens et raconter des histoires que nous allons clôturer ce coup de midi. Merci à vous de vous être déplacés, merci à ceux qui regarderont cet enregistrement sur le site internet de la bibliothèque d'Erich Clair. Je vous invite à lire ce roman, Toutes affaires cessantes. Vous verrez, non seulement c'est un roman qui provoque, engendre de l'émotion, mais nous apprend aussi et nous fait revenir à une époque où on allait au cinéma d'une manière différente de celle que nous pratiquons aujourd'hui, dans laquelle il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de jubilation. Alors, je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que quand j'ai écrit ce roman, je voulais, parce que c'est une grande histoire d'amour aussi, je voulais écrire une histoire d'amour sans portable, oui, sans Internet, avec le manque qui s'installe. Parce que Antonio est amoureux de Graziella, elle part aux États-Unis, il ne sait pas où elle est, il ne sait pas la retrouver, et il y a ce manque amoureux qui s'installe. À l'heure actuelle, moi je vois, j'ai un fils de 28 ans, quand il est amoureux, il est en communication tout le temps avec son amoureuse, ils se voient, voilà. Et je me dis, tiens, ça change quand même beaucoup les rapports amoureux. Et j'avais vraiment envie de retrouver ces rapports amoureux exacerbés par le manque. D'autant qu'il a ce manque de sa mère, ce manque de son père, cette faille, et Graziella qui fait partie de cette faille-là aussi. Et je dois dire que écrire une histoire qui se passe dans les années 60-70, sans avoir... Il y a des téléphones à mettre dans des bureaux fixes, attachés à un fil, donc voilà, et sans avoir ces contraintes techniques et être uniquement dans l'émotion, et ça, c'était une intention ou bien ce sont des personnages qui finalement vous ont amené à tirer? Alors l'intention était de retourner dans cette époque-là, oui. Et donc voilà, et dans cette époque-là, il n'y a pas les portables, etc. et tout. Je me dis que si je devais écrire une histoire qui se passe dans le cinéma à l'heure actuelle, je serais tout le temps en train de parler de portables, de réunions Teams, de Zoom, insupportable, quoi. C'était écrit pendant le confinement? Non, avant. Avant. Ça a été corrigé pendant le confinement. Et traduit pendant le confinement. Et traduit pendant le confinement, oui. Et ça a été la publication a été retardée parce que je me suis cassé le poignet au moment où ça devait être publié. Ça devait être publié il y a 1 an en même temps que la version italienne. J'ai demandé à l'éditrice de reporter parce que j'aurais pas pu, j'étais dans le plâtre et tout, donc voilà. Voilà. Et je suis là aujourd'hui. Vous savez tout. Merci beaucoup encore, merci Hilde. Merci à vous pour votre accueil. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez lu certains d'entre vous le livre? J'ai oublié de poser la question avant.